Salut les amis et merci de nous rejoindre pour cette vidéo sur notre chaîne YouTube. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Jean Zepan et je travaille avec le groupe Mappé. J'espère que tout comme moi, vous vous portez très bien parce qu'aujourd'hui est un jour très important sur notre chaîne. Aujourd'hui, c'est le démarrage de la formation dont je vous avais promise sur notre chaîne YouTube et qui est 100% gratuite. Donc, si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne, veuillez vous abonner et activer votre notification pour pouvoir recevoir toutes nos vidéos en temps réel. Comme je vous l'avais promis dans la vidéo d'introduction de cette chaîne, je vais vous offrir une formation 100% gratuite en informatique. Cette formation va couvrir les bases en informatique et également c'est une formation qui doit vous permettre de pouvoir saisir et traiter des textes, des documents sous Office, c'est-à-dire au moins Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel, Microsoft Office Publisher, Microsoft Office PowerPoint. Également, grâce à cette formation, vous allez maîtriser l'outil Internet. Tout simplement parce que Internet, ce n'est pas seulement aller sur Facebook, ce n'est pas seulement aller sur YouTube, mais c'est pour bien d'autres choses. Et grâce à cette formation, vous allez découvrir comment bien utiliser Internet pour faire vos recherches, pour vos mails et bien d'autres choses. C'est une formation qui se veut interactive. C'est-à-dire que lorsque vous regardez, vous suivez un cours et que vous avez des difficultés, vous êtes prié de bien vouloir laisser vos commentaires. Grâce à ces commentaires-là, nous allons améliorer la qualité du cours et nous allons vous répondre de façon spécifique à vos préoccupations ponctuelles. Voici donc le planning de la formation. Chaque semaine, nous aurons en moyenne 2 cours. Ça sera généralement les mardis et les vendredis. Chaque jour, nous aurons un cours général et nous aurons des sous-vidéos. Les sous-vidéos seront des portions de vidéos subdivisées par thème. C'est-à-dire, nous aurons des formations par jour et chaque jour, nous allons diviser la formation en thèmes. Je vais prendre un exemple. Si à un cours, nous abordons la question de l'ordinateur et que dans l'ordinateur, nous avons parlé de l'unité système, nous avons parlé du moniteur, nous avons parlé du clavier, le cours du jour va porter sur l'ordinateur et nous aurons 3 sous-vidéos qui vont porter sur l'unité système, sur le clavier et sur le moniteur. Ceci a pour but de permettre à tout un chacun de pouvoir trouver son compte grâce à cette formation parce que c'est une formation générale mais qui s'adresse à des personnes ayant des difficultés particulières. Donc en subdivisant, n'est-ce pas, les cours en sous-vidéos, ça va permettre à ceux qui auront plus de difficultés sur une partie à pouvoir bien s'imprégner en regardant juste une courte vidéo. Tous ceux de bonne volonté parmi vous qui voudraient bien soutenir le mouvement, vous êtes priés de faire vos dons en temps opportun. Tous ceux qui voudraient apporter des contributions également, vous êtes la bienvenue. Je vous ai tantôt dit qu'il s'agit d'une formation en informatique. Mais nous ne pouvons pas parler de formation en informatique sans comprendre ce que signifie informatique, ce que ça veut dire informatique. Donc, c'est une formation qui se veut pratique. C'est-à-dire qu'au cours de cette formation, nous aurons à faire plus à la pratique. Mais, pour un début, il serait important d'introduire la notion pour que vous puissiez bien comprendre la formation au fur et à mesure qu'elle va avancer. C'est la raison pour laquelle nous allons commencer par une partie théorique. En théorie, nous allons parler de l'informatique. On dit formation en informatique. C'est quoi l'informatique? L'informatique, c'est le traitement de l'information à base d'un ordinateur. Ça, c'est une définition simple et très complète. C'est le traitement de l'information à base de l'ordinateur. Lorsqu'on définit informatique, il y a 2 thèmes majeurs qui ressortent. Le premier thème, c'est information et le second, c'est ordinateur. C'est donc quoi l'information? L'information, c'est toute donnée qui peut être traitée à base d'un ordinateur. Il peut s'agir de la musique, de la vidéo, d'un texte ou d'un jeu vidéo. C'est-à-dire tout ce que vous pouvez manipuler sur un ordinateur,
ça s'appelle information. C'est quoi donc l'ordinateur? L'ordinateur est une machine, c'est un appareil électronique qui permet de traiter des informations à l'aide des programmes. Les premiers ordinateurs sont conçus dans les années 1940 et le tout premier ordinateur était très volumineux et nécessitait plusieurs personnes pour l'opérer parce que c'était très grand. Ça pesait en moyenne 27 000 kg et était constitué d'au moins 18 000 tubes, n'est-ce pas, pour permettre le fonctionnement de l'ordinateur. Avec le temps, la technologie a évolué. Nous sommes passés de cet ordinateur aux mini et aux micro-ordinateurs aujourd'hui. Il est également à noter que la grande évolution des ordinateurs a été possible grâce à l'avènement du web. Le web, c'est quoi? C'est le plus grand réseau d'ordinateurs interconnectés. Nous allons revenir sur cette partie lorsque nous allons aborder le thème Internet. Mais pour l'instant, il faut savoir que de nos jours, nous disposons des méga ordinateurs pour les grandes sociétés comme Google, comme Facebook et bien d'autres, n'est-ce pas, qui traitent des tâches encore plus complexes et qui disposent de milliers de processeurs. Ces ordinateurs-là sont utilisés par plusieurs personnes simultanément. Nous avons également des PC, c'est-à-dire des ordinateurs personnels qui ne peuvent être utilisés que par une seule personne à un moment précis. Nous avons également des mini-ordinateurs, nous avons des tablettes et même nous avons des smartphones aujourd'hui. L'ordinateur. L'ordinateur est une machine électronique qui permet de traiter des données grâce à des programmes. L'ordinateur comporte deux grandes parties. Nous avons une partie matérielle, en anglais on l'appelle hardware. La partie matérielle, c'est la partie de l'ordinateur que vous pouvez voir, que vous pouvez toucher, que vous pouvez casser, que vous pouvez briser. L'ordinateur comprend également une partie logicielle ou partie virtuelle. En anglais, on l'appelle software. La partie logicielle, c'est cette partie-là que vous pouvez manipuler, que vous pouvez voir, mais que vous ne pouvez pas toucher. À l'instar des vidéos. Vous pouvez voir une vidéo, mais vous ne pouvez pas la toucher. Vous pouvez voir une application, vous pouvez manipuler une application, mais vous ne pouvez pas la toucher. Concernant la partie logicielle de l'ordinateur, elle regroupe le logiciel de base et elle regroupe les logiciels d'application. Le logiciel de base ou encore système d'exploitation, c'est n'est-ce pas ce grand logiciel-là qui va nous permettre de rendre fonctionnelle la partie matérielle de notre ordinateur. Ce système va comporter notamment les pilotes et les logiciels d'application de base qui vont permettre de réaliser des tâches simples de base d'un ordinateur. Ça va comporter notamment un lecteur vidéo, un éditeur de texte simple et un logiciel de fichiers. À côté de ce logiciel de base, il y a des logiciels d'application. Les logiciels d'application sont de plusieurs ordres. On a des logiciels génériques, on a des logiciels professionnels, encore appelés logiciels. Parmi les logiciels d'application, nous pouvons citer Microsoft Office. Microsoft Office, c'est une suite bureautique, n'est-ce pas, qui permet de traiter de façon professionnelle des textes. Nous pouvons également citer Adobe, qui est également une suite qui permet de traiter des textes, et de traiter des photos, et de traiter des vidéos. Nous avons à côté plusieurs autres logiciels d'application. On peut citer Serato DJ, on peut citer Virtual DJ, on peut citer Fruity Loop Studio et beaucoup d'autres logiciels. S'agissant de la partie matérielle de l'ordinateur, nous dirons qu'on distingue plusieurs types d'ordinateurs personnels. Nous avons les ordinateurs de bureau, encore appelés desktop en anglais. Nous avons des laptops, nous avons des tablettes PC, nous avons des tablettes, nous avons des smartphones également qui sont des mini-ordinateurs. Au cours de cette formation, nous allons plus nous attarder aux desktops et aux laptops qui sont des ordinateurs personnels à proprement parler. Voyons maintenant de quoi est constitué un ordinateur personnel. Voici donc les composantes d'un ordinateur personnel. Un ordinateur personnel est constitué
d'une unité système, encore appelée boîtier, d'un moniteur, beaucoup plus connu sous le nom d'écran, d'un clavier, d'une souris. Parlons d'abord du boîtier ou l'unité système. L'unité système ou boîtier, c'est la partie centrale d'un ordinateur. C'est cette partie-là qui traite les données. C'est sur cette partie que sont connectées toutes les autres composantes de l'ordinateur. L'unité système est constituée d'une carte mère sur laquelle sont installées les autres composantes, un processeur. Le processeur, c'est le cerveau de l'ordinateur. C'est lui qui va permettre de traiter toutes les données. Le processeur est caractérisé par sa vitesse d'exécution. Le boîtier est également constitué de la mémoire vive, encore appelée la RAM. La RAM, c'est la mémoire physique que l'ordinateur utilise lorsqu'il fonctionne pour exécuter des programmes. Les informations stockées sur la RAM sont effacées lorsqu'on éteint l'ordinateur. La RAM est également caractérisée par une capacité qui est mesurée en mégabits et en gigabits. Nous avons également le disque dur. Le disque dur, c'est la mémoire permanente de l'ordinateur. C'est là-bas que vous allez stocker toutes vos données lorsque vous avez fini le traitement sur la RAM. Lorsqu'on éteint un ordinateur, les informations stockées dans le disque dur ne s'effacent pas, mais demeurent. Nous avons également le lecteur de disques. Nous avons le lecteur CD, nous avons le lecteur DVD et nous avons le lecteur Blu-ray. Ces lecteurs-là permettent de stocker les informations sur les CD ou sur les DVD. S'agissant de la partie matérielle de l'ordinateur, nous dirons qu'on distingue plusieurs types d'ordinateurs personnels. Nous avons les ordinateurs de bureau, encore appelés desktop en anglais. Nous avons des laptops, nous avons des tablettes PC, nous avons des tablettes, nous avons des smartphones également qui sont des mini-ordinateurs. Au cours de cette formation, nous allons plus nous attarder aux desktops et aux laptops qui sont des ordinateurs personnels à proprement parler. Voyons maintenant de quoi est constitué un ordinateur personnel. Voici donc les composantes d'un ordinateur personnel. Un ordinateur personnel est constitué d'une unité système, encore appelée boîtier, d'un moniteur, beaucoup plus connu sous le nom d'écran, d'un clavier, d'une souris. Parlons d'abord du boîtier ou l'unité système. L'unité système ou boîtier, c'est la partie centrale d'un ordinateur. C'est cette partie-là qui traite les données. C'est sur cette partie que sont connectées toutes les autres composantes de l'ordinateur. L'unité système est constituée d'une carte mère sur laquelle sont installées les autres composantes, un processeur. Le processeur, c'est le cerveau de l'ordinateur. C'est lui qui va permettre de traiter toutes les données. Le processeur est caractérisé par sa vitesse d'exécution. Le boîtier est également constitué de la mémoire vive, encore appelée la RAM. La RAM, c'est la mémoire physique que l'ordinateur utilise lorsqu'il fonctionne pour exécuter des programmes. Les informations stockées sur la RAM sont effacées lorsqu'on éteint l'ordinateur. La RAM est également caractérisée par une capacité qui est mesurée en mégabits et en gigabits. Nous avons également le disque dur. Le disque dur, c'est la mémoire permanente de l'ordinateur. C'est là-bas que vous allez stocker toutes vos données lorsque vous avez fini le traitement sur la RAM. Lorsqu'on éteint un ordinateur, les informations stockées dans le disque dur ne s'effacent pas, mais demeurent. Nous avons également le lecteur de disques. Nous avons le lecteur CD, nous avons le lecteur DVD et nous avons le lecteur Blu-ray. Ces lecteurs-là permettent de stocker les informations sur les CD ou sur les DVD. Après le boîtier, parlons un peu du moniteur. Le moniteur, c'est la composante de l'ordinateur qui affiche l'information visuelle sous forme de graphique ou de texte. La partie du moniteur qui affiche l'information est appelée écran. C'est la raison pour laquelle, généralement, on doit parler de l'écran de l'ordinateur au lieu du moniteur.
n'est-ce pas? On distingue deux sortes d'écrans. Il y a les écrans à tube cathodique qui sont en voie de disparition et il y a les écrans LCD, communément appelés écran plat ou encore écran plasma. Les écrans plats, n'est-ce pas, affichent les informations avec plus de détails graphiques, c'est-à-dire affichent une meilleure image que les écrans à tube cathodique. Et également, les écrans plats affectent moins les yeux que les écrans à tube cathodique. Nous avons également comme composante de l'ordinateur le clavier. Le clavier, c'est la composante de l'ordinateur qui permet de saisir les informations. Il est constitué de touches regroupées en groupes. Nous avons les touches alphanumériques ou alors les touches de saisie. Nous avons les touches de fonction. Nous avons les touches de navigation et nous avons les touches du pavé numérique. Les touches de saisie ou les touches alphanumériques, c'est, n'est-ce pas, ces touches qui comportent des lettres et des chiffres qui vont nous permettre de saisir nos textes. Les touches de fonction, ce sont des touches qui se situent en haut du clavier qui vont nous permettre d'afficher des fonctions. Les touches de navigation sont beaucoup plus utilisées sur Internet pour naviguer facilement sur le web. Et les touches du pavé numérique se présentent exactement comme sur une calculatrice avec les chiffres et les opérateurs mathématiques regroupés en un bloc. Nous avons également la souris. La souris, c'est la partie de l'ordinateur qui permet d'explorer, de naviguer, n'est-ce pas, dans l'ordinateur. Cette souris est composée de deux touches et une roulette. La touche principale, ou qui est généralement la touche gauche, permet d'exécuter la majorité des tâches que nous aurons à faire. La touche secondaire, ou encore la touche droite, permet d'afficher un menu dans un programme. Nous y reviendrons lors de la pratique. En plus des composantes principales dont nous venons de citer de l'ordinateur, c'est-à-dire le boîtier ou unité système, le moniteur ou écran, le clavier et la souris, nous avons encore d'autres périphériques. Nous avons par exemple l'imprimante qui est une périphérique de sortie qui permet de faire sortir l'information contenue dans l'ordinateur sur du papier. Nous avons également le scanner qui permet de faire entrer l'information contenue sur un papier dans l'ordinateur. Nous avons également des haut-parleurs qui permettent de sortir le son. Nous avons des modems qui nous permettent de nous connecter sur Internet. Nous avons des platines pour DJ. Nous avons des pianos que nous pouvons connecter à notre ordinateur. Et nous avons des webcams et beaucoup d'autres périphériques. Nous avons dit plus haut que nous distinguons deux types d'ordinateurs personnels. Nous avons parlé de desktop ou encore ordinateur de bureau. Nous avons parlé de laptop ou encore ordinateur mobile. Quelles sont donc les principales différences entre ces deux types d'ordinateurs? Les ordinateurs de bureau ont leurs composantes séparées et sont reliés par des câbles. Pour relier le moniteur au boîtier, nous allons utiliser des câbles VGA ou encore des câbles HDMI. Pour relier le clavier au boîtier, nous allons utiliser le câble PS2 ou alors le câble USB. Pour relier la souris au boîtier, nous allons utiliser un câble PS2 ou alors un câble USB. Il est également à noter que, en fonction du type de câble utilisé pour connecter les différents composants d'un ordinateur de bureau, nous allons distinguer deux grands types de claviers. Nous allons distinguer les claviers PS2 et les claviers USB, de même que nous allons distinguer les souris PS2 et les souris USB. Donc, les ordinateurs de bureau ont leurs composantes séparées qui sont reliées à l'aide des câbles sur des ports situés en arrière de l'ordinateur. Nous allons faire un cours pratique là-dessus. Tandis que les laptops ont toutes leurs composantes reliées en un seul bloc. Nous aurons le boîtier sur lequel va se trouver le clavier et la souris et le moniteur est directement rattaché à ce boîtier. Ce moniteur peut être plié et déplié. Il faut noter également que les laptops sont mobiles parce que plus réduits et donc peuvent se poser sur une cuisse. On peut la tenir en main et l'utiliser, alors que les desktops ne sont pas mobiles. Ils doivent être posés soit sur une table
ou sous une table. Il faut également noter qu'en termes de performance, les desktops sont plus robustes et plus performants que les laptops, d'où ils sont plus coûteux que les laptops. Nous avons fini de décrire de façon grosso modo un ordinateur et nous sommes prêts pour commencer à utiliser notre ordinateur. Mais avant cela, voyons comment nous devons choisir notre ordinateur. Comment choisir son ordinateur? Vous devez choisir votre ordinateur en fonction de ce que vous voulez faire avec cet ordinateur et des moyens dont vous disposez. Toutefois, vous avez la possibilité de choisir entre des desktops et des laptops, sachant que les laptops sont mobiles, donc vous pouvez les emporter avec vous n'importe où vous allez, et les desktops sont immobiles, donc ils doivent être sur place pour utilisation. Donc, si vous devez utiliser votre ordinateur à titre personnel, je vous conseillerais de prendre un laptop. Et si vous voulez utiliser votre ordinateur à titre professionnel, je vous conseillerais de prendre un desktop parce qu'il est beaucoup plus robuste, il est beaucoup plus performant. Que ce soit un desktop ou un laptop, lorsque vous voulez acheter un ordinateur, il y a des points essentiels à considérer. La première des choses à considérer, c'est le processeur. C'est en fait en fonction du processeur qu'on classifie un ordinateur. Vous allez avoir les Pentium 4, vous allez avoir les dual-core, vous allez avoir des Core i3, des Core i5, les Core i7, les quad-core et bien d'autres. Cela va grandissant au fur et à mesure que la technologie avance. Lorsqu'on parle de processeur, on parle de traitement de données. Et lorsqu'on parle de traitement de données, on parle de vitesse à laquelle un ordinateur peut exécuter une tâche. C'est la vitesse d'exécution d'un ordinateur. C'est mesuré en S. Donc vous allez voir un ordinateur, lorsque vous demandez le processeur, on vous dira d'abord la version de processeur, si c'est un dual-core, si c'est un quad-core, si c'est un Pentium 4, si c'est un Core i3, si c'est un Core i5, si c'est un Core i7 ou encore autre. Généralement, la capacité du processeur sera donnée en GHz. Il faut savoir que les ordinateurs Pentium 4 sont moins performants que dual-core parce que les dual-core multiplient le processeur par 2. Donc, si vous avez un ordinateur Pentium 4 dont la capacité du processeur est 2 GHz, vous aurez donc en performance 2 GHz. Si vous avez un dual-core de capacité 2 GHz, vous aurez 2 GHz multiplié par 2. Si vous avez un quad-core, vous aurez 2 GHz multiplié par 4. Ainsi de suite, ainsi de suite. En plus du processeur, vous devez regarder la capacité de la RAM. On a dit plus haut que la RAM permet de stocker les données qui sont utilisées par l'ordinateur. C'est la mémoire vive, c'est la mémoire temporaire. N'est-ce pas? Donc la capacité de la RAM va déterminer quelle quantité de données vous pouvez traiter par seconde. Si vous prenez un ordinateur dont la RAM est 500 mégabits, vous ne pourrez pas exécuter des tâches qui pèsent 1 giga parce que votre RAM est limitée. Donc, plus la capacité de la RAM est grande, mieux vous pouvez exécuter des tâches lourdes. En plus de la RAM, vous devez considérer le disque dur. Le disque dur, c'est cette partie qui stocke les données de façon définitive. Plus la taille du disque dur est grande, plus vous pouvez stocker des données. La capacité du disque dur est exprimée en gigabits. Aujourd'hui, nous avons des disques durs qui vont jusqu'au Tera. Il faut noter que lorsqu'on parle de 1 Teraoctet, il s'agit tout simplement d'un multiple du giga, c'est-à-dire 1 Teraoctet est égal à 1000 gigaoctets. On parle de gigaoctet ou de gigabits. On parle de Teraoctet ou de terabits. N'est-ce pas? Bit, c'est en anglais et octet, c'est en français. Pour les professionnels du monde des images, je vous conseillerais d'avoir aussi un œil regardant sur la carte graphique. La capacité de la carte graphique détermine votre aptitude à pouvoir exécuter certains jeux ou alors certaines applications pour images. Si par exemple, vous voulez un ordinateur pour votre bureau, c'est-à-dire vous voulez saisir
envoyer et recevoir vous-même, faire votre recherche sur Internet, qui sont les fonctions de base de l'ordinateur, je vous conseillerais de prendre un ordinateur minimum dual-core, minimum 2 Gb de RAM, minimum 40 Gb de disque dur. Il est également à noter qu'on peut ajouter la capacité du disque dur en achetant des disques durs externes ou alors en achetant des disques durs de plus grande capacité. On peut également augmenter la capacité de la RAM. Seule la capacité du processeur ne peut pas être augmentée.